YouTube avec l'ensemble des webinaires, du programme. Donc, merci Emmanuelle de ta présence. Aujourd'hui, elle va nous présenter, le dispositif, de financement, notre solution de financement phare du programme EduRénov, qui est le produit financier, EduPrêt. Et puis on a la chance, d'avoir aujourd'hui également, la présence de monsieur le maire Igor Semo, maire de Saint-Maurice, qui va venir témoigner de son projet de rénovation de la crèche de la Croix. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous voyez bien ma présentation? Non, vous ne voyez pas ma présentation. OK. Partager. Voilà, le petit support, c'est bon? Alors, quelques éléments de contexte peut-être pour commencer, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le programme EduRénov et qui, voilà, qui donc le découvrent. En introduction, peut-être vous rappeler pourquoi est-ce que c'est un sujet aujourd'hui? Pourquoi est-ce que la rénovation du bâtiment scolaire, est un sujet pour la Banque des Territoires? Alors, trois chiffres principaux pour, un peu poser le cadre. Déjà, le fait qu'à l'échelle nationale, on estime que 8 écoles sur 10 aujourd'hui ont un besoin de rénovation et là, on parle juste des écoles, hein. Il y a aussi, tout le périscolaire dont on va parler aujourd'hui. Il y a aussi, les collèges et les lycées. Mais voilà, 8 écoles sur 10 ont un besoin de rénovation. Ça pose un peu, l'ampleur de voilà, de ce qu'il y a ce qui est devant nous. On a des bâtiments qui sont, de l'époque de Jules Ferry, jusqu'à, des bâtiments qui ont été construits dans les années 70 et 80. Des bâtiments souvent très énergivores, très vétustes et tout simplement inadaptés aux évolutions du climat et aux besoins d'apprentissage aujourd'hui. Voilà, donc déjà une nécessité, au regard de l'état de ces bâtiments. Une nécessité pour les collectivités puisque voilà, le poids, que représente la facture énergétique, de ces bâtiments-ci en particulier, est vraiment colossal. On estime que 75 du coût total du bâtiment est lié à son fonctionnement et par ailleurs que, dans le parc, patrimonial, bâtimentaire des collectivités, le bâti scolaire représente une part très, très importante. Donc c'est d'autant plus un enjeu que, voilà, ce patrimoine, est, important à l'échelle du patrimoine de la collectivité et qu'en plus, le poids sur la facture énergétique est généralement très important dans des bâtiments, voilà, souvent anciens et énergivores. Et puis, par ailleurs, c'est une nécessité pour, évidemment les élèves, mais aussi tout le personnel éducatif et toutes les personnes qui fréquentent ces bâtiments au quotidien. Puisqu'on a alors, par exemple, ça c'est un exemple, un chiffre, 1,3 million d'élèves, en maternelle seront J'ai vu exposés à les des lignes de chaleurs de plus base de de son APS et j'ai essayé de faire, la ligne de base moins, tu sais, c'est égal alors, moins des sommes qu'il a. il va Donc falloir quand que tu je rentres coupe dans le les micro. cellules, tu vois les moins que j'ai mis Mmh. et c'est le bordel. Mmh. Honnêtement, Ouais, merci. Excusez-moi. Merci de couper vos micros si possible. Comme ça, on est sûr que le reste des personnes entendent, le webinaire. Donc, voilà, je voulais juste vous donner un dernier chiffre sur, le besoin de rénover au regard aussi du confort, en fait, du personnel éducatif, des élèves, des enseignants. Puisque voilà, avec, les années à venir, on a des fortes chaleurs qui seront de plus en plus constatées, dans les bâtiments scolaires à l'échelle, de l'Île-de-France, mais en fait partout ailleurs en France aussi. Alors voilà, quelques chiffres d'introduction. Donc c'est la raison pour laquelle on a créé ce programme EduRénov il y a à peu près 1 an et demi à la Banque des Territoires. On finançait déjà, la rénovation, du bâtiment scolaire éducatif, mais on a créé ce programme, voilà, pour réunir en fait toute une offre de services, d'ingénierie, d'animation et voilà, d'accompagner vraiment, les collectivités de bout en bout de leurs projets. L'objectif pour nous, c'est d'accompagner 10 000 projets de bâtiments, de 10 000 projets de rénovation de bâtiments scolaires, d'ici à 2027. 10 000 parce que c'est un chiffre, conséquent parce qu'à partir de 10 000, on peut considérer c'est 1/5 du bâtiment scolaire, en France. Ça voilà, ça commence à se voir et peut-être que, voilà, on va réussir à enclencher un mouvement, national, une fois que, voilà, on aura accompagné ces 10 000 projets
Et on a un objectif qui est assez important dans le programme, c'est d'accompagner les collectivités à atteindre les seuils du décret tertiaire. Alors tous les bâtiments ne sont pas concernés, mais pour celles que ça concerne, le décret tertiaire, donc une réglementation nationale qui impose aux collectivités de réduire leur consommation énergétique d'ici, enfin donc d'atteindre des degrés d'économie d'énergie de 40% d'ici 2030, puis 50% d'ici 2040 et 60% d'ici 2060. Voilà, on a une réglementation nationale qui est de plus en plus contraignante sur voilà, l'effort de transition écologique qui est demandé aux collectivités locales. Donc notre objectif, c'est d'accompagner les collectivités à voilà, atteindre et à respecter ces seuils réglementaires. Et pour cela, on a deux grandes enveloppes de financement. Une enveloppe de 50 millions d'euros d'ingénierie pour accompagner la structuration des projets, donc le financement d'études amont, tant techniques que d'ingénierie financière. Et puis, évidemment, notre cœur de métier, on finance les travaux en prêt. On finance voilà, les budgets de travaux, c'est ce dont on va parler aujourd'hui en particulier. Et on a une enveloppe de 2 milliards d'euros pour financer ces travaux. On a évidemment pour, voilà, que le programme, fonctionne, plus de 40 partenaires mobilisés aujourd'hui dans le cadre du programme, parce qu'on est un établissement public financier, la Banque des Territoires est un établissement public financier, mais le sujet, de la rénovation énergétique est aussi technique et aussi, voilà, complexe. Donc on met, autour de la table l'ensemble de ces partenaires, donc évidemment nos ministères, des opérateurs de l'État, comme le CEREMA ou le CSTB, l'ADEME, la filière, avec le FFB par exemple. Voilà, on a tous ces partenaires-là pour apporter vraiment une proposition de valeur qui soit, complète. On a déjà plus de 3 700 projets, qui vont intégrer le programme. Donc voilà, on a encore, de la place et on a vraiment, on accueille des projets tous les jours dans le cadre du programme, quel que soit leur niveau de maturité, quels que soient leurs besoins. Et je terminerai peut-être par voilà, en résumé, ce qu'on propose, dans le cadre du programme, c'est 3 grandes briques d'accompagnement. Une première brique qui consiste à animer, typiquement ce qu'on fait aujourd'hui, un webinaire pour expliquer, un aspect d'un projet de rénovation. Donc aujourd'hui, on va parler financement, mais on a aussi parlé, de sujets techniques, précédemment. On a toute une enveloppe d'ingénierie, technique et d'ingénierie financière et puis évidemment, on finance les projets. Peut-être juste avant de te laisser la parole, Emmanuel, vous dire qu'on a l'actualité cette année en 2025 pour le programme, c'est qu'à partir d'avril 2025, donc très bientôt, on lance un marché d'ingénierie financière, parce que jusqu'à présent, on avait surtout de l'ingénierie technique, donc de l'ingénierie financière pour les projets, pour aider les collectivités à faire, voilà, avoir une analyse de la situation financière de son projet, de proposer des scénarios d'investissement, ça c'est le premier lot d'accompagnement. Donc voilà, un audit flash financier, un peu comme un audit technique, mais là, c'est un audit financier. Et puis, un lot sur la recherche de financement et pas que les subventions. Voilà, recherche de financement et appui au montage de dossiers. Ça va être donc un marché d'ingénierie financière qui sera ouvert aux collectivités qui seront inscrites au programme EduRénov et qu'on pourra proposer, voilà, gratuitement aux collectivités. Et je laisse la parole à Emmanuel Russel, chargé de développement territorial du Val-de-Marne, qui va nous parler, de l'EduPrêt. Voilà, merci Siloué pour cette introduction et bonjour à toutes et à tous. En effet, je travaille au sein de la direction régionale Île-de-France. Je suis chargée de développement territorial et dans le Val-de-Marne. Et un de mes rôles, c'est donc de rencontrer des collectivités, d'écouter leur projet d'investissement de l'année, de leur plan pluriannuel d'investissement et d'écouter leurs besoins de financement. Et une fois qu'on a bien compris ces besoins, la Banque des territoires va être en mesure de proposer à la collectivité une offre la plus adaptée et toujours à un taux le plus bonifié possible, notamment sur des axes stratégiques d'intervention de la Banque des territoires, qui est l'accompagnement de la transition énergétique et écologique. Et on est très attaché dans le cadre de cet axe au programme EduRénov qui fait le focus sur la rénovation thermique énergétique des bâtiments publics, spécialement éducatifs. Voilà, mais l'offre est ouverte de manière plus globale. Donc, il me revient donc la mission de présenter cette offre dédiée qu'on va appeler EduPrêt.
Donc, c'est vraiment une offre packagée pour répondre aux besoins de rénovation et extension et également de construction. Mais là, l'objet du webinaire, c'est de parler de la rénovation thermique des bâtiments publics. Donc pourquoi, recourir à l'emprunt? C'est l'objet de ce séminaire parce que l'emprunt fait effet de levier. Donc, en d'autres termes, si pour reformuler, la définition de l'effet de levier, lorsqu'une collectivité, locale fait appel, à l'endettement, c'est pour, pouvoir augmenter sa capacité d'investissement et ça, c'est très important parce que les besoins sont très importants et rénover du bâti scolaire, c'est une, et monsieur le maire nous le confirmera, c'est une ambition, mais c'est aussi une priorité pour, voilà, pour les habitants, de la ville. Heu, donc, comme, avec cet effet de levier, comme je le disais, c'est augmenter sa capacité, d'investissement. Donc à la fois, comme le rappelle, voilà la petite, les petites accroches sur le slide, ça va vous permettre, aux collectivités d'opter pour un projet plus ambitieux, qui aura donc plus d'impact. Plus ambitieux signifiera, plus coûteux. Donc grâce au recours à l'endettement, on va pouvoir absorber ce surcoût. Ça va permettre également, d'accélérer les projets puisque le financement va être, instruit par la Caisse des dépôts. Avec EduRénov, on va pouvoir accéder à une instruction plus rapide, car simplifiée, donc facteur d'accélération du projet d'investissement. Ça va permettre à une collectivité de mener en parallèle plusieurs projets plutôt que de financer un projet puis un autre, lancer tout de suite, plusieurs projets en parallèle de rénovation thermique. On va consolider les montants, on va, adapter le montant à la situation financière de la collectivité. Donc c'est vraiment un accélérateur, une capacité à investir, au plus vite et dans des conditions, de taux les plus avantageuses, les plus bonifiées et on va y revenir. Parce qu'en effet, quand on parle de financement par prêt, la première question qui vient à l'esprit, c'est: «Mais combien ça coûte?» Donc, la Banque des territoires, pour un projet, EduRénov, va proposer 2 options de taux. Une première option, c'est un taux révisable et une deuxième option, c'est un taux fixe. Donc on va passer à la slide suivante pour, voilà, détailler ces 2 options. Le taux révisable, il va être prêté sur la ressource du livret A et un taux fixe, deuxième option, il va être, le prêt va être, va aller chercher de la ressource au niveau soit de la Banque européenne d'investissement, soit de la SFIL. En effet, la Caisse des dépôts va intermédier la ressource de la Banque européenne d'investissement pour les collectivités parce que la Banque européenne d'investissement n'a pas de guichet en France, hormis une représentation à Paris. Donc pour accéder à l'aide du prêt, le projet, de rénovation énergétique du bâtiment, il doit avoir une ambition. On recherche un gain de performance énergétique après travaux minimum de 30 et pour y parvenir, on va avoir un accompagnement en amont, en ingénierie pour, justifier ce taux si la collectivité, n'a pas, d'audit ou de diagnostic de performance énergétique. Si le résultat de cet audit tangente les 30 mais n'y parvient pas, on va pouvoir, proposer de revoir le diagnostic s'il est un peu ancien pour se dire que, il y a moyen de présenter un scénario qui va permettre, d'atteindre, ce gain de performance énergétique. Alors, au-delà du taux, il y a le montant de l'emprunt et le montant de l'emprunt, on va le déterminer avec un plan de financement tout simple qui est, un plan emploi-ressources, coût total du projet à financer. On va inclure les études également qui sont menées par la collectivité si elle ne fait pas appel, voilà, à des études, pris en charge à 100 dans le cadre de l'ingénierie de la Banque des territoires ou des études qui ont déjà été menées. À quel stade on va intervenir? Ça dépend de la maturité du projet, mais à tous les stades, que ce soit en amont, à la phase d'étude ou en phase, de construction. L'important, pour accorder un prêt de la Banque des territoires, c'est que les travaux ne soient pas achevés.
Ça, c'est très important, mais si la date de fin de travaux est prévue quelques mois avant la signature du contrat, c'est tout à fait possible. Donc en termes de ressources, pour financer le projet, la collectivité va faire appel à ses propres ressources, son autofinancement, à des subventions, et monsieur le maire va nous en parler tout à l'heure. C'est vraiment aussi un effet de levier dans le cadre du plan de financement, et donc le reste à charge sera de l'emprunt. Donc une précision pour les services financiers qui seraient connectés, qui nous écoutent. Nous, la Banque des Territoires, on est une banque d'intérêt général. On n'est pas une banque commerciale, et notre mode de financement des collectivités, c'est le financement de projets. Donc, par exemple, dans le cadre des Durénov, la rénovation du bâti scolaire, de la crèche au périscolaire, jusqu'à école, collège et lycée également. Donc ce projet, il doit avoir des caractéristiques de transition énergétique, il doit avoir des caractéristiques techniques qui permettent de justifier, qui contribuent à la transition énergétique et écologique. Voilà. Alors, une parenthèse, si la collectivité, parce que le bâti a des caractéristiques techniques qui ne permettent pas, après travaux, d'atteindre ce gain énergétique de 30%, si le gain énergétique est inférieur à 30%, on a aussi une offre, mais uniquement sur la ressource du livret A, donc un index de taux du livret A, avec une bonification qui sera moins compétitive que celle aujourd'hui proposée dès lors qu'on est dans ce gain d'énergie de 30%. Donc ça sera, au lieu d'une marge de taux à 0,40, ça sera une marge à 0,60. On peut passer à la slide suivante, qui va me permettre de revenir sur cette différence taux variable ou taux fixe. Là, on va parler chiffres. Je vais vous inviter à aller regarder en haut à droite, à gauche du petit logo Banque européenne d'investissement, les taux les plus avantageux actuellement sur le barème de mars, puisque les taux fixes sont fixés et sont revus mensuellement. La Banque européenne d'investissement pourrait proposer un taux le plus compétitif, ça serait sur une durée de 15 ans à 3,41, mais toutes les collectivités n'ont pas la capacité d'investir sur une rénovation lourde qui permet donc d'atteindre ce gain de 30% sur cette durée. Mais il faut l'avoir en tête. Et par ailleurs, si la collectivité recherche un taux fixe sur une durée plus longue, l'offre de la SFIL, qui est une filiale à 100%, enfin 100% moins une action détenue par l'État, donc une filiale de la Caisse des dépôts, la ressource de la SFIL va permettre de proposer un taux d'intérêt. Voilà, le plus compétitif, c'est un taux d'intérêt à 40 ans à 3,55. Mais actuellement, notre rôle de conseil, c'est de vous dire que l'offre à taux révisable, indexée sur le taux du livret A, nous apparaît la plus compétitive, compte tenu du taux qui vient d'être révisé au 1er janvier 2025, au 1er février 2025, excusez-moi. Ce taux est passé de 3% à 2,4%, et donc, en appliquant une marge de 0,4, le taux à date pour un emprunt et du rénov et du prêt donc est proposé à un taux de 2,8%. Et à long terme, ce taux, le taux du livret A, va converger vers 2%. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les économistes de la place financière, en lien avec la direction du Trésor, avec les organismes qui gèrent les logements sociaux, le ministère du Logement. Ce taux, pourquoi on peut le prévoir à 2%? Parce que la formule du livret A, c'est une moyenne entre le taux de l'inflation, la moyenne sur les 6 derniers mois, et un taux interbancaire qui s'appelle l'EONIA. Donc, ces deux données, inflation et taux EONIA, elles sont projetées par les économistes, et ça donne une formule de calcul qui est de 2%. Toutefois, le taux du livret A, c'est un taux encadré. C'est un taux encadré qui va être fixé par le ministre des Finances, et la marge de 0,4, elle est fixée par le ministre des Finances, mais également elle a été fixée conjointement avec le ministre de la Transition énergétique et écologique pour
surbonifier les prêts et encourager les investissements en faveur de la transition énergétique écologique. Donc, c'est notre marge la plus compétitive. Et ainsi, peuvent en bénéficier toutes les collectivités et tous les projets avec un principe d'équité qui vaut pour le taux du livret A, pour un prêt à taux du livret A, c'est-à-dire que quelle que soit la durée du prêt, de 20 à 40 ans, quelle que soit la taille de la collectivité, le montant du projet, le volume d'investissement, sa santé financière, on va appliquer toujours ce même taux du livret A plus 0,4. Enfin, rappeler que le taux du livret A, c'est un taux sécurisé, il est classé A1 sur la charte de Gisler et dans les consultations financières des directeurs et directrices administratifs et financiers des collectivités, c'est un point très, très important pour eux. Donc, il y a un autre atout. Quand une collectivité va vouloir emprunter, oui, je veux bien la slide suivante, sur le taux révisable index taux du livret A versus un taux fixe, que ce soit la ressource BEI ou la ressource SFIL, c'est le préfinancement. Donc ça, c'est une caractéristique très importante. Justement, tout à l'heure, je disais, on va pouvoir proposer un prêt, quelle que soit la maturité du projet de rénovation. Donc, si on est en début de phase, on va pouvoir proposer phase d'études à la collectivité puisqu'on va financer un projet, donc on va prendre le projet avec son montant d'ensemble, études plus travaux, on va pouvoir lui proposer une phase de préfinancement, c'est-à-dire de tirage au fur et à mesure des besoins de 5 ans. 5 ans, c'est le maximum, on va l'adapter en fonction de la durée du projet, du calendrier des travaux, mais cette durée de 5 ans, elle va s'ajouter à la durée d'amortissement du prêt. Donc, c'est 20. Alors, sur le petit schéma, c'est noté en rose 25 à 60, mais on fait une exception. On démarre à 20 ans pour un projet EduRénov et on recommande une durée maxi de 40 ans parce qu'elle va correspondre à la durée économique des travaux lourds de rénovation énergétique. Donc ça, c'est un premier atout. Un second atout auquel vont être attentifs les services financiers, ça va être la diversité des profils d'amortissement. Et cette diversité, elle est unique aussi par rapport à une offre à taux fixe, parce qu'on va avoir des modalités qui vont permettre d'adapter, mais sur mesure, le profil d'investissement de la collectivité à sa situation financière, à ses attentes, à son profil de remboursement. Voilà, le plus souvent, on a chacun en exemple un remboursement de prêts avec des échéances constantes, mais grâce à la diversité des profils d'amortissement qu'offre l'offre sur taux du livret A, on va vraiment travailler une offre, un profil de remboursement sur mesure selon les besoins de la collectivité. C'est ce qu'on a fait pour la ville de Saint-Maurice, en particulier, comme il vous sera présenté par ailleurs. Donc, pour résumer, c'est avoir recours à l'emprunt, c'est vraiment permettre cet effet de levier, c'est augmenter la capacité de faire pour la rénovation énergétique et ensuite en récolter les fruits en termes d'économie d'énergie. Et ce que je souhaiterais que vous reteniez, c'est que on va avoir cet accompagnement sur mesure auprès des collectivités. On va travailler à la fois avec les services financiers et à la fois avec les services techniques pour bien calibrer le montant du prêt et pour bien mesurer les économies d'énergie. Et tous les chargés de développement territorial dans les directions régionales sont à votre disposition pour vous accompagner et vous faire des propositions de prêts en faveur de la rénovation des bâtiments publics et en particulier des bâtiments éducatifs. Voilà, donc pour illustrer une démarche que j'ai eu le plaisir de mener avec la ville de Saint-Maurice, et je vais laisser la parole à monsieur le maire qui va nous faire un retour d'expérience par rapport à son projet et au plan de financement qu'il a décidé d'adopter pour mettre en œuvre et concrétiser ce projet. Merci d'avance, monsieur Semo. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Saint-Maurice, c'est une petite commune proche de Paris, riveraine de Paris. Donc on est dans la métropole du Grand Paris, dans le Val-de-Marne.
Et la population a beaucoup augmenté dans les années 1970-1980, elle a pratiquement doublé, ce qui a conduit à réaliser des équipements publics à l'époque qui sont donc maintenant un patrimoine très vieillissant. Alors là, en l'occurrence, il s'agit d'une crèche, de parler d'une crèche. C'est important de le préciser puisque EduRénov concerne le patrimoine scolaire, mais là, vous avez accepté, je vous en remercie, cette opération alors qu'il s'agit d'une crèche. C'est une crèche qui était la première crèche réalisée par la ville, construite en 1985. Et ce qui est intéressant à noter, je pense, c'est qu'à l'époque, c'était considéré. Là, on voit une petite vidéo qu'on a faite, mais je crois qu'on ne peut pas malheureusement. On a un petit On va y problème arriver. On va y technique. arriver, je pense. On va y arriver si vous voulez, on Alors, essaye. on essaie. Alors, s'il y a la petite vidéo, vous aurez une vision un peu plus claire. Alors, allez-y. Mais je crois, je ne sais pas s'il y a du son. Absolument reprendre cet investissement, cet équipement phare de Ça la marche. ville et investir pour le mettre aux normes thermiques, acoustiques, esthétiques, contemporaines. Il a d'abord fallu élaborer un diagnostic qui nous a permis d'identifier les points faibles, donc ces problèmes de perdition thermique, mais aussi des problèmes acoustiques qui avaient un impact très important sur la vie des enfants, mais aussi sur les conditions de travail de nos agents. On a mis en place un comité de suivi du projet pour bien planifier les travaux, et puis ensuite, nous sommes partis à la recherche de subventions. C'était un équilibre un peu global que j'avais à l'esprit en tant que maire, à peu près un tiers d'autofinancement, un tiers de subvention et un tiers de financement par emprunt. Dans le cadre du programme EduRénov, donc la Banque des Territoires est devenue notre partenaire. Nous avons sollicité le prêt, nous l'a accordé pour 686 000 €. Ça a été déterminant. Pour essayer de travailler en concertation, on a bien sûr commencé par les agents de la petite enfance, parce que c'était l'occasion de repenser également l'organisation des activités. Et il y a eu un travail, par exemple, qui a été fait sur les éclairages. On est passé à 100% d'éclairage en LED, mais avec des nuances de couleurs selon la nature des activités des salles. Donc ça, c'est une proposition des agents. Il s'agit d'une crèche, en effet, qui a eu des travaux de rénovation, surtout le côté isolation thermique. Il y a eu du coup un gros œuvre de fait, une CTA d'installer. Tous les carreaux ont été changés, les chauffages ont été mis au plafond. Il y a maintenant, on ressent vraiment une différence de température. Maintenant, voilà, c'est des températures qui sont complètement maîtrisées, été comme hiver. Alors, on a été dans une logique d'innovation parce que nous sommes situés dans un réseau autoroutier très dense, près de l'autoroute A4 notamment, et il se pose la question de la pollution de l'air. Et pour les petits enfants, c'est particulièrement sensible et dangereux et préjudiciable pour leur santé. Donc, nous avons identifié une opportunité qui était de mettre en place une double centrale de traitement de l'air. Donc, ce dispositif permet une ventilation, notamment dans la partie dortoir et la section qui permet d'avoir un air de vraiment très bonne qualité et filtré. Et tout au long de ces travaux, j'ai pu constater vraiment les changements, les mises en place, l'évolution des travaux. Et pour le coup, travailler maintenant dans cet endroit est un vrai plaisir. Alors, nous avons, comme les autres maires, je pense, le souhait de participer à la transition énergétique. Le premier conseil que je pourrais me permettre de donner, c'est d'avoir de l'ambition et en même temps de bien travailler la planification des travaux, leur impact, et également de rechercher les subventions le plus tôt possible. Parce qu'il y a des délais, il y a des procédures, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc, si je reprends le fil, cette crèche donc, a été construite en 1985. À l'époque, c'était une crèche considérée comme exemplaire
parce que très moderne, vous avez eu un aperçu des volumes vraiment importants, c'est pour 66 berceaux, et ces grandes baies vitrées en façade et également en toiture. Avec le changement climatique et l'inflation des coûts de l'énergie, c'est sûr qu'on est confronté à une donne complètement différente. Les conditions de travail se sont dégradées en été comme en hiver. Alors, on a pu malheureusement, je le reconnais, relever des températures, par exemple, de plus de 50 degrés l'été, ce qui obligeait les personnels de la petite enfance à entre guillemets, rapatrier, déplacer les enfants pour les éloigner de la verrière et les mettre dans les pièces plus sombres pour avoir une température un peu plus supportable. Et l'hiver, il faisait trop froid, c'était compliqué à chauffer vu les volumes. Donc tout ça était très insatisfaisant. Encore fallait-il pouvoir le financer. Donc on a fait les diagnostics qui étaient nécessaires et on a constitué des dossiers. Comme je l'explique dans la petite vidéo, mon schéma de financement, c'était, je pense assez classique, hein, un tiers d'autofinancement, un tiers de subvention, un tiers d'emprunt. Alors après, on s'adapte aux réalités. Donc, c'est un investissement important. C'est 1 800 000 euros pour une petite ville de un peu plus de 15 000 habitants. C'est quand même pas facile à financer, surtout par les temps actuels. Et donc, ce que nous avons fait, donc, ce sont des démarches de recherche de subventions. Et là, je tiens à dire que c'est, comme vous le savez, assez complexe. Nous avons eu 5 financeurs avec des conditions différentes, des cahiers des charges différents. Notre objectif étant le même, atteindre un niveau de performance énergétique d'amélioration d'au moins 30%, ce qui est le cas. Alors, on s'est adressé à l'État, ce qui nous a permis d'avoir 2 subventions, une au titre de la DSIL et une au titre du programme alors qui s'appelait France Relance. Donc là, on a eu plus de 600 000 euros. On s'est adressé à la métropole du Grand Paris, qui nous a accordé 250 000 euros. 2 syndicats intercommunaux, un pour le gaz, un pour l'électricité, qui ont accordé des subventions de 35 et 40 000 euros. Et puis le conseil régional qui avait fait un appel à projet pour la mise en place de centrales de traitement de l'air dans les structures de petite enfance. Donc on a gagné et on a eu 92 000 euros. Donc au final, la ville de Saint-Maurice a obtenu plus de subventions que ce qui était imaginé au départ, tant mieux, ce qui a baisser mécaniquement notre besoin de financement par les ressources propres de la ville. Quant à la Banque des Territoires, donc effectivement, j'ai apprécié de travailler avec eux. Ce sont des partenaires exigeants et ils ont raison parce que nous avions des ratios financiers qui se dégradaient. On était même passé en 2023 en épargne négative. C'est le cas de plus en plus de communes, malheureusement. Ça nous a fait prendre conscience de ces difficultés. On a pris des mesures de redressement financier, aussi bien en recettes qu'en dépenses, et on a retrouvé un niveau d'épargne satisfaisant, ce qui a permis donc d'aboutir à cet emprunt, un emprunt de 25 ans. Donc, Emmanuel Russer vous a présenté les modalités. Donc, nous, on a choisi le mode dit financement révisable, c'est-à-dire adossé sur le livret A, plus les 0,40% que j'aurais bien voulu faire baisser. Mais bon, voilà, nos marges de discussion étaient quand même contraintes. Au résultat, on est vraiment satisfait et ça nous permet d'envisager de financer d'autres rénovations. J'ai à l'esprit notre centre sportif, ce sont des sommes tout de suite considérables, et puis l'hôtel de vie. Voilà. Et puis, bien sûr, le scolaire, mais là, on est souvent dans du patrimoine historique qui est quand même compliqué à traiter. Quoi qu'il en soit, voilà, je pense que on est tous conscients qu'on a des grands défis, que la rénovation énergétique, ça coûte vite cher. D'ailleurs, il faut accepter de renoncer à certains travaux. Je m'en explique. Par exemple, sur la crèche, en fait, elle a été rénovée, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'on a mis l'accent sur la performance énergétique, la performance acoustique, ça a été dit, et puis le traitement de l'air. Mais il y a des salles d'enfants, des salles qui n'ont pas pu être rénovées à cette occasion parce que ça aurait conduit à dépasser l'enveloppe des 1,7 million, 1,8 million euros. De la même manière, on va rénover bientôt cette année notre centre sportif. On fera la performance énergétique, on atteindra l'objectif. Performance acoustique, les conditions de travail sont bien meilleures
pour les usagers et pour nos agents. C'est une dimension très, très importante parce qu'ils y passent quand même beaucoup de temps. Et vous le savez, ce sont des métiers, notamment en petite enfance, éprouvants, d'où des difficultés à recruter. Donc, c'est important d'avoir un outil de travail vraiment attractif dans lequel les agents se sentent bien. Et nous avons donc été conduits à renoncer à certains travaux d'embellissement, par exemple. Donc, quand on refait un bâtiment administratif, malheureusement, contrairement à ce qu'on faisait peut-être il y a 20 ou 30 ans, étant donné l'absence de financement, on ne peut pas le refaire totalement, on peut le refaire par étapes. Et ultérieurement, on traitera telle ou telle salle pour pouvoir finir la rénovation du projet. Voilà ce que je voulais vous dire. Concernant après les aléas de la vie d'un chantier, ben, c'est toujours assez complexe parce qu'on dépend d'entreprises qui elles-mêmes ont des contraintes. Pendant cette période de rénovation, on a eu des difficultés l'entreprise a eu des difficultés à obtenir un certain nombre de matériaux qui ne pouvaient pas être livrés, donc ça a allongé la durée du chantier. Ça, c'est une source de préoccupation pour nous et pour les familles. Voilà. Mais au résultat, on est vraiment, au final, on est très content. La crèche a rouvert le 1er septembre 2024 et les échos sont très, très positifs de la part des agents, mais également des familles qui ont eu l'occasion de, évidemment, visiter et de se rendre régulièrement dans la crèche. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière un peu synthétique. Après, je peux développer les aspects ou techniques sur la performance énergétique ou financière. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous propose de passer peut-être à des questions dans le public, si vous en avez. Vous pouvez allumer votre micro, poser vos questions. Alors, il y en a dans le chat, en effet. J'ai répondu à quelques-unes d'entre elles, mais peut-être vous avez des questions pour Monsieur le maire. Ah, Monsieur Campeggi, vous êtes là. Bonjour. Vous avez levé la main en premier. Je vous en prie. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Monsieur le maire. Juste pour la partie du relogement, comment vous avez procédé sur ce stade du projet? Alors, effectivement, c'était une difficulté technique, à savoir comment offrir une solution alternative aux familles. Alors, on l'a géré un petit peu comme un tuyau, si vous voulez, on a fait un tuyautage en quelque sorte, c'est-à-dire que notre capacité d'accueil s'est réduite progressivement. On était à 66, on est passé à une quarantaine d'enfants, donc on a anticipé, je dirais, le début des travaux. Et ensuite, nous avons trouvé dans les salles communales des possibilités d'accueil temporaire qui ont été évidemment contrôlées et validées par la PMI. Donc, les parents ont compris. Moi, je tiens à dire qu'ils jouent le jeu. Je sais que souvent, les élus se plaignent des récriminations intempestives et parfois désagréables des usagers. Moi, je tiens à dire quand même que très souvent, en règle générale, même les usagers comprennent et ils savaient bien qu'on ne pouvait pas faire des travaux avec des enfants, avec une crèche occupée partiellement. Donc, ils ont compris, ils savaient que c'était temporaire. Finalement, ils ont trouvé ces petites structures sympathiques, chaleureuses par rapport à une grande structure. Donc, on a pu le gérer comme ça. Mais vous avez parfaitement raison, il faut trouver une solution de remplacement lorsqu'on est amené à fermer un équipement public. Par exemple, pour notre futur centre sportif, dont les travaux commencent en décembre, donc de rénovation, eh bien, nous allons utiliser toutes les salles communales pour y mettre le judo, le badminton, tous les clubs sportifs, parce qu'on ne souhaite pas arrêter pendant 16 mois l'activité des enfants ou des jeunes qui pratiquent le sport à Saint-Maurice. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Tout à Mais je tiens à dire que la fait. PMI, elle est aidante, enfin, elle est compréhensive, même si elle fait respecter évidemment les règles et qu'il a fallu financer quelques travaux complémentaires. Oui, c'est juste pour dire que c'est effectivement, on s'oriente souvent vers des bâtiments modulaires ou d'autres solutions. Je trouve que effectivement, votre population, les usagers, là, ont été, c'est bien. Merci. Je crois qu'il y avait une deuxième question de Monsieur Collinet.
vois que vous avez levé la main. Je vous en prie. Oui, bonjour, Alban Collinet, je suis le maire de la commune de Valence. C'est une commune dans les Ardennes qui est située à côté de Sedan. Et on est limitrophe à Sedan. Et c'est une commune où on a mis 1650 habitants avec une école sur 3 sites. La cantine dans une salle des fêtes. On a également l'école maternelle années 70 et on a l'école élémentaire années 50-56 en préfabriqué. Et on veut regrouper, faire des économies énergétiques. On a été suivi par, on a eu avec le marché de bons de commande et du Rénov, ça fonctionne très bien. On a fait un diagnostic de faisabilité énergétique. On a eu le rendu de ces audits, c'est Indigo qui nous a fait ça, donc c'était très bien, on est satisfait. Et maintenant, on voudrait poursuivre, alors c'est plutôt à EduRénov que je pose la question, poursuivre avec l'AMO et profiter des marchés à bon de commande. C'était savoir quelle démarche exactement il faut faire pour profiter de ces bons de commande. Voilà. Faut-il prendre une délibération? Alors, il y aurait déjà un AMO, je pense avoir un AMO ou un architecte pour nous suivre. Nous, c'est une petite commune. Hein. On est 650 habitants, c'est ce que je vous ai dit. J'ai une secrétaire et j'ai pas de personnes qui peuvent s'en occuper. Voilà, donc c'était la question. Le budget qui avait été retenu, c'était à peu près comme le budget de Monsieur le maire. C'était 1,7 million de travaux. Alors donc il y a de la rénovation, mais il y a surtout de la rénovation énergétique. Alors, merci de votre question. Effectivement, je me souviens de votre projet. J'imagine que vous êtes en lien avec l'homologue d'Emmanuel Russell dans votre région. Je pense que vous aviez un lien avec le ou la chargée de développement territorial, non, de la Banque des Territoires. Oui, effectivement. Et sinon, je me souviens plus qui Effectivement. c'est. Mais... Oui, excusez-moi. Oui, effectivement, on est en lien, mais c'est un peu compliqué. C'est la région intégrante, la région Grand Est. Et voilà, c'est pas compliqué, mais on est en lien, mais c'est pour pouvoir être aidé un peu plus. Je suis tout seul à m'en occuper avec un adjoint aux travaux, donc c'est pas très simple. Hein. Je comprends. Ben, écoutez, j'ai noté, je vous rappellerai. On fait le pont avec donc moi et mes équipes au niveau du siège de la Banque des Territoires à Paris, et on fait le lien avec tous nos collègues en région. Donc, et en particulier, notre rôle ici, c'est de déclencher le marché à bon de commande et déclencher les études. Donc, je vous rappellerai. Je m'engage à vous rappeler. Oui, il y a une autre question. Alors, la troisième main levée. Oui, bonjour. Je vais mettre la caméra pour et tout. Hop là, bonjour, Daniel Philippot. Je voulais juste avoir une précision par rapport au prêt. On a parlé de 30% de rénovation énergétique, alors que EduRénov spécifie l'arrêté décret tertiaire, les 40%. C'est quelque chose qui est finalement, on va dire, un peu modifiable. Alors, C'est pas lié. effectivement, cette nuance, elle n'est pas toujours. En fait, le critère pour l'octroi du prêt, c'est bien 30% d'économie d'énergie primaire au minimum. En fait, on demande un audit énergétique pour le prouver. Emmanuel, si tu veux en dire un peu plus, mais bon, globalement, c'est vous Non, mais montrez je un audit confirme. énergétique qui prouve 30% d'économie d'énergie primaire et vous avez le droit d'avoir accès à ce prêt bonifié. Et en fait, les 40% d'EduRénov, c'est plus une ambition symbolique, si vous voulez. C'est que nous, en fait, on intègre les projets. En fait, notre message, c'est de pouvoir dire l'ambition du programme, c'est que vous arriviez à atteindre à minima ces 40% d'économie d'énergie. Et pour ça, on a de l'ingénierie, voilà, on a une grande offre d'ingénierie qu'on met à disposition pour vous montrer que 40% en fait d'énergie finale, c'est aussi le critère du fonds vert d'ailleurs. C'est pas que nous qu'avons cette ambition. Dans le cadre du programme, c'est le décret tertiaire. Notre ambition, voilà, c'est d'essayer de vous aider à atteindre ces 40%. Mais l'octroi du prêt au minimum, c'est bien 30%. Voilà, c'est plus que quand un projet intègre le programme EduRénov, on veut juste s'assurer que l'ambition de la collectivité, c'est bien voilà, d'arriver à avoir, en fait, d'engager une rénovation globale, de pas juste, si vous voulez, par exemple, changer les luminaires. Voilà, notre intérêt dans le programme, c'est d'accompagner des projets vraiment avec une vision globale sur les équipements, l'isolation globale. Mais on est plus dans l'ordre d'une ambition symbolique que d'une obligation, si vous voulez, puisqu'on se doute bien que quand les projets démarrent, quand vous initiez votre réflexion, vous ne pouvez pas être certain
au démarrage de l'ambition de gain énergétique que vous allez pouvoir atteindre. Alors, Donc effectivement, il y a une petite nuance. Oui, je voudrais ajouter un Oui. commentaire, c'est que quand j'ai évoqué 30%, en fait, pour nous, c'était d'après le bureau d'études, c'était le minimum, mais en fait, ils pensent que ça sera une performance supérieure à 30%. Mais c'est pas si facile que ça à mesurer. Comme je disais tout à l'heure, on a réouvert la crèche le 1er septembre. Mais il faut un peu de recul pour mesurer vraiment cette performance parce que ça dépend. C'est pas simplement la comparaison des factures d'énergie d'une année sur l'autre. C'est plus élaboré que ça. Donc, il faut qu'on revienne sur le sujet. Mais 30%, c'était vraiment le seuil minimum. Si ça se passe pas trop si bien que ça, si on est le plus pessimiste, voilà. Vous savez que quand on travaille avec un banquier, de toute façon, il vaut mieux prendre les options les plus pessimistes, les plus prudentielles. Donc, c'est ce qu'on a fait, mais on espère être plus proche des 40% que des 30%. Après, ce que je pourrais rajouter, c'est que dès lors que la santé financière de la collectivité voilà, ne pose pas de sujet, et donc on va vraiment calculer les taux d'épargne net qui vont être déterminants. La différence entre 30 et 40%, ça donne accès à un prêt dès lors que le prêt est instruit, que notre comité d'engagement va accorder ce prêt. La spécificité, si le diagnostic cible un gain énergétique de 40%, c'est qu'on répond aux critères EduRénov et on rentre dans le dispositif. Après, on va regarder si vous êtes à 29%, voilà, on va regarder aussi si l'ensemble du projet et prendre une décision avec l'équipe EduRénov pour savoir si on peut le faire entrer dans la procédure EduRénov, pour le faire intégrer au programme EduRénov. Et la conséquence, c'est qu'une fois qu'un projet à financer est intégré au programme EduRénov, c'est qu'on va pouvoir appliquer, dès lors que donc je me répète, la situation financière de la collectivité est favorable, un processus d'instruction simplifié, donc plus rapide, avec moins de pièces à fournir, et ça avec un seul but, c'est accélérer le nombre de projets à financer pour atteindre l'objectif de bâti scolaire performant d'ici quelques années, le plus possible. J'avais juste une question. Merci pour toutes les précisions. J'avais juste une question plus technique pour Madame Lox. Vous avez parlé d'énergie finale et d'énergie primaire. Il y a une nuance entre ces deux types d'énergie. Ouais, l'énergie primaire, en fait, c'est l'énergie qui comprend aussi toute la production d'énergie à la source, en fait. Alors que l'énergie finale, c'est l'énergie que vous voyez sur votre compteur, qui comprend pas, en fait, tout ce que ça a nécessité au démarrage, vous voyez, sur la production d'énergie au départ. En fait, l'énergie primaire est un peu plus globale. Elle prend en compte toute l'énergie de la chaîne de valeur, alors que l'énergie finale, c'est juste celle que vous avez sur votre compteur. C'est Celle qui une est nuance qui consommée. est celle qui est consommée, exactement. Celle qui est consommée, l'énergie primaire, c'est le fameux ratio avec le fait qu'elle soit produite avec des centrales à charbon. Avec des centrales à charbon, avec Voilà. d'autres types d'énergie. Ok. Ouais, exactement. Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, il y a d'autres questions, d'autres mains levées. Je crois que la première main levée, c'est Madame Sacco. Vous voulez allumer votre micro? Oui. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur, Bonjour, pardon. c'est Monsieur Sacco. Pardon, Monsieur Sacco. Je vous en prie. Homme de flux Paris Aix-Marne-et-Bois. Donc, du coup, moi, je voudrais poser une question par rapport à tout ce qui est suivi de projet. Est-ce que la Banque des Territoires, dans le cadre de ce programme-là, suit les travaux? Donc, du coup, si oui, et aussi après, en fin de projet, ils font une suivi pour essayer de voir si les objectifs sont atteints. Alors, sur le suivi des travaux, c'est ça votre question? Est-ce qu'on accompagne sur le suivi? Alors, effectivement, on n'a pas d'ingénierie dédiée au suivi des travaux. Ce qu'on a juste pu faire sur cette question, c'est que l'année dernière, on a cofinancé certains lots du fonds Chêne, que vous connaissez très bien, j'imagine. En fait, on a financé quelques postes d'économes de flux.
Pour nous, voilà, moi j'imagine que le suivi des travaux, il est aussi par ce biais-là, par les acteurs au niveau local, les ingénieries locales, dans les syndicats d'énergie, dans les agences locales de l'énergie et du climat, à l'échelle des CEP ou des économes de flux. Mais c'est vrai que nous, dans le cadre du programme, on finance pas particulièrement une ingénierie spécifique sur le suivi et la mesure des énergies du gain énergétique post-travaux. Et dans le cadre du D'accord. prêt, c'est pas notre vocation. En fait, on a vraiment vocation à financer le projet sur la base d'économies projetées, voilà, qui seront projetées dans D'accord. le cycle. Et du coup, est-ce que vous faites des demandes de remonte d'informations sur le long terme pour essayer de voir un peu si les prêts que vous accordez, ça a de l'impact vraiment? Alors, je sais pas, Emmanuel, si tu as une vision là-dessus, sur des prêts que tu aurais fait précédemment Alors, et au sur la temps. démarrage, on vous demande voilà, les diagnostics et on a besoin de ces indicateurs voilà, de quelle est l'étiquette, quelle est la consommation en énergie primaire avant et après ciblée. Et ensuite, comme on est partenaire des collectivités, on travaille régulièrement avec elles. On n'a pas d'obligation à ce jour de demander un diagnostic quelques années après, mais c'est des points qu'on aborde et parce qu'on travaille vraiment dans le cadre d'un partenariat et de confiance et de transparence. Donc, on sait que les travaux ont été mis en œuvre. On ne demande pas une décision de travaux pour pouvoir verser le prêt, par exemple. Pour le préfinancement, on a un échéancier et on ne va pas vérifier à la date exacte à laquelle voilà, l'appel de fonds a été fait. Enfin, on est dans une logique de partenariat, mais pour répondre à M. Sacco, qui est donc voilà, économe de flux et qui a eu le plaisir de rejoindre le PT Paris-Est Marne-et-Bois, là, on vous a présenté le prêt et du prêt pour pouvoir, donc c'est un emprunt, hein, donc et on recommande d'emprunter sur du long terme parce que voilà, ça va aussi augmenter les marges de manœuvre financières de la collectivité. Mais on a un autre produit pour financer le reste à charge, le reste à charge. Pas exactement. On a un autre produit qui va permettre de financer des travaux d'efficacité énergétique sur une durée de 13 ans avec un préfinancement de 2 ans. Donc, on pourra monter au global sur une durée de 15 ans. Et ce dispositif, ça s'appelle l'Intracting. Et dans le cadre de ce dispositif, on va mesurer, c'est prévu dans le contrat, de mesurer, de prévoir 3 comités de pilotage pour mesurer les gains d'efficacité, parce que le principe de ce dispositif de financement, c'est d'isoler des actions d'efficacité énergétique qui ont un retour sur investissement de moins de 13 ans, donc en adéquation avec la durée du prêt. Et c'est les économies générées qui vont permettre de rembourser le prêt. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, on va suivre l'évolution pour que on s'assure que la collectivité est en mesure de rembourser les échéances et que les simulations qui ont été faites au départ correspondent bien. Sinon, on va devoir prendre des mesures voilà, d'allongement de la durée du prêt, etc. Et dans le cas de l'Intracting, on va vous mettre aussi à disposition pour les collectivités qui n'en ont pas un logiciel voilà, c'est Sobre Énergie, hein, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, la Banque postale, qui va mettre à disposition ce logiciel pour aider les collectivités à faire ce suivi dans le cadre de l'Intracting. Et je rebondis, Emmanuel, en disant qu'on a un webinaire dédié sur l'Intracting le 16 mai. Donc, on parlera spécifiquement de ce produit financier qui est un peu différent de l'EduPrêt qu'on a présenté aujourd'hui. Donc, on en parle le 16 mai. N'hésitez pas à vous inscrire. Il sera Parce ouvert qu'on va à pas tous aussi. l'Intracting, on va C'est pas pas le même. raisonner sur une seule opération. On va raisonner sur un ensemble, un bouquet d'opérations associées voilà, à un ensemble de bâtiments publics, dont les écoles, parce qu'elles sont principalement impactées. Alors, il nous reste 5 minutes. Est-ce que peut-être une dernière question? Moi, j'aurais voulu faire un commentaire sur les économes de flux, mais très rapide, parce que à l'occasion de la conduite de ce projet, je me suis bien rendu compte qu'une petite ville n'avait pas les capacités internes
pour faire les études ou même travailler avec des bureaux d'études parce que ça devient extrêmement technique quand même de travailler sur une telle rénovation. Et donc, justement, puisque Monsieur Sacco est à Paris-Marne-et-Bois, c'est mon intercommunalité, ils nous ont proposé, et ce que j'ai accepté, une mutualisation du financement d'un poste d'économe de flux. Donc, on l'a fait avec la commune voisine de Joinville-le-Pont. Donc, on se partage les frais, on a le soutien de Paris-Marne-et-Bois et ça va permettre pendant les 2 années à venir d'avoir vraiment une analyse plus précise et une capacité de discussion avec les bureaux d'études plus affirmée sur l'ensemble de notre patrimoine pour voir comment prioriser, hiérarchiser nos investissements. Donc, je recommande ça pour les petites villes, c'est de rechercher une mutualisation parce que c'est un poste, à mon avis, qui est important. Il faut se doter de compétences techniques que nous n'avons pas. C'est Merci très pour cet important, aparté merci. sur effectivement, des rôles essentiels au niveau local. Conseiller en énergie partagée ou économe de flux. Il y avait une question de Madame Jiquel, peut-être la dernière question. Oui, dernière question, et je vais essayer d'être très rapide. Je reviens sur. Alors, du coup, Caroline Jiquel, je travaille à la ville de Lorient et je suis responsable du service énergie à la ville de Lorient. Moi, je voulais revenir sur ces histoires de gains énergétiques. Donc, vous parlez de 30% et donc des 40% qui sont de l'ordre du décret tertiaire. Pareil, on a eu en fait un petit sujet aussi là-dessus. On a réussi à avoir un prêt avec une subvention avec le fonds chaleur. Donc, quand on lit le fonds chaleur, ils disent qu'il faut que le projet fasse un gain énergétique de 30%. Mais juste dans le texte avant, ils disent que ça se met dans le cadre du décret tertiaire et qui est de 40%. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est justement, la plupart du temps, on va prendre notre année de référence, peut-être on va la prendre, je sais pas, allez, admettons, je la prends en 2015, on est en 2025, il y a eu 10 ans, il y a sûrement eu, enfin, vous voyez, je sais pas, un plafond qui s'est effondré, je donne un exemple comme ça que j'ai en tête, donc de l'isolation qui a été faite au niveau du plafond. Donc il y a déjà eu un petit paquet de gains énergétiques qui a été fait. Je voulais savoir justement le gain énergétique, sur quoi on se base. Est-ce qu'on regarde l'année de référence du décret tertiaire ou l'année en cours? Je ne sais pas, si je fais un audit énergétique en 2025, je me dis ça c'est mon année de référence, il faut que je fasse 30% sur 2025 et pas sur l'année de référence du décret tertiaire. Je ne sais pas si j'ai été claire, j'ai essayé d'être rapide. Alors sur le prêt, pour l'octroi du prêt, Emmanuel, je ne sais pas si tu sais si on regarde précisément l'année de référence du décret tertiaire ou pas. Je ne suis pas sûre qu'on aille dans ce niveau de détail pour l'octroi du prêt parce qu'on n'a pas, voilà, on est un établissement public qui reste financier, on n'est pas des techniciens. Donc en fait, nous, on a vraiment juste l'enjeu de regarder si voilà, la collectivité, ce qu'elle choisit comme niveau comme scénario de travaux en fait, sur la base de l'audit. Mais notre intérêt, c'est pas forcément de regarder, enfin d'être contraignant en fait. On reste un établissement financier, donc notre objectif, c'est de pouvoir vous aider à répondre à ces enjeux réglementaires. Mais ça s'arrête là en fait en termes de contraintes. Je suis Oui, pas sûre. je confirme, hein, non, plus que la justification des 30% d'économie d'énergie, on va la vérifier à partir d'un diagnostic de performance énergétique élaboré par des spécialistes, des experts. Donc, c'est une lecture de résultats avec plusieurs scénarios et la collectivité s'engage sur le scénario le plus qui permet d'atteindre à minima ces 30%. Et donc, et je vais préciser par contre que le diagnostic de performance énergétique ou l'audit énergétique qui doit nous être justifié doit être daté de moins de 3 ans avant le démarrage des travaux. Voilà. Ouais, non, mais je comprends. En fait, je pense que ça doit être l'année, en fait, 30% sur ce qu'on a à l'heure actuelle. Mais des fois, c'est plus avantageux d'aller regarder des fois l'année de référence. Mais bon, on se débrouillera au moment. On n'est pas du tout spécialiste de ce oui, côté nous, technique, mais voilà, on comprend tout à fait votre question. Ok, très bien. Merci. Mais nous, on regardera le diagnostic énergétique, voilà, sa date, et si besoin. Mais en fait, c'est peut-être triste à dire, mais nous, on a eu un cas où justement le diagnostic nous a fait faire une marche arrière en mode ah bah non, mais ça y est, on a atteint certains objectifs, donc on ne fait pas les bouquets de travaux. Mais après, bon, ça vient de la philosophie, comment on lit les chiffres.
Donc voilà. Donc c'est pour ça que maintenant je fais attention à comment j'oriente mes audits énergétiques pour pas que ça se reproduise, quoi. Et c'est un point d'attention, merci de l'avoir De rien. partagé. Merci. Si vous permettez, je vais conclure ce webinaire parce il est déjà 10 heures. On répondra aux questions sur le chat et n'hésitez pas à nous contacter si vous en avez d'autres. On a l'adresse ici sur cette slide l'adresse mail du programme EduRénov. On a une petite, dans le cadre du programme, voilà, si vous intégrez le programme, c'est très simple. On a un formulaire d'inscription, si vous n'êtes pas déjà dans le programme, en ligne, qui prend voilà, 10 minutes pour intégrer. On vous demande quelques précisions sur votre projet en question et on vous demande voilà, où vous en êtes dans votre projet et vos besoins. Et derrière, voilà, on vous rappelle et on vous propose du contenu adapté. On vous invite sur une communauté WhatsApp pour échanger de façon plus rapprochée avec des experts techniques qu'on fait venir de temps en temps entre collectivités également pour se partager des conseils. Et je vais terminer avec une petite deux actualités. Vous dire qu'on a lancé un baromètre de la rénovation. Alors là, c'est ouvert à tous. En fait, c'est une grande enquête qu'on lance sur l'état de la rénovation et les besoins des collectivités. Elle est diffusée largement, donc si vous avez envie d'y répondre en tant que collectivité, voilà, on vous pose des questions sur voilà, les différents enjeux, les défis auxquels vous êtes confrontés. Ça va nous aider à voilà, mieux comprendre les défis auxquels vous faites face pour ensuite avoir voilà, peut-être adapté notre offre, proposer quelque chose de plus pertinent. Voilà, cette grande enquête. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'on lance des prix EduRénov avec nos partenaires. Donc, je vous ai présenté au début qu'on a 40 partenaires dans le programme, un peu plus. Et on a lancé un prix pour récompenser des rénovations en cours, dont les travaux sont en cours, dont les travaux sont finalisés. Voilà, avec ces différents partenaires, les départements de France, la Fédération Flamme, un prix acté également. Et donc, si vous voulez participer, il y a plusieurs lots à gagner de l'ordre de la communication sur votre projet, une petite plaque que vous pourrez mettre sur votre établissement. Voilà, vous pouvez participer jusqu'au 20 juin et on a une adresse mail dédiée si vous avez des questions. Je vous partage l'ensemble de cette présentation, de ce support et l'enregistrement du webinaire voilà, dans la journée par mail. Et évidemment, le reste disponible. Je remercie grandement Monsieur le maire et Emmanuel Russel pour vos interventions. Une dernière chose, vous dire qu'on a un petit questionnaire de satisfaction sur le webinaire. Si vous voulez bien y répondre, on va le mettre dans le chat. Il est mis dans le chat. Merci, ça prend 4 minutes. J'ajoute un petit élément, vous êtes les bienvenus à Saint-Maurice si vous voulez voir sur place cette rénovation, discuter avec le directeur des services techniques, la direction générale des services. Si vous êtes confronté à ce genre de besoin, on vous accueillera avec plaisir. C'est très aimable. Merci à vous d'avoir lancé cette invitation pour tous les collectivités. Surtout que la crèche, c'était un enjeu fort avec la verrière, comme vous l'avez pu la voir sur le film vidéo. Donc, un fort enjeu technique et un beau résultat à la fin. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci.